Tu es allongé sur le sol. Il fait nuit. C'est il y a 40 000 ans, quelque part dans ce qui deviendra l'Europe, et le soleil vient de disparaître derrière la ligne des arbres. Pas de lampadaire, pas d'écran, pas de bouton sur lequel appuyer pour repousser le noir de quelques heures. Juste toi, une dizaine de corps blottis autour d'un feu qui crépite. Et au-delà de cette petite sphère de lumière orange, l'obscurité la plus totale, la plus complète, la plus absolue que la plupart d'entre nous n'expérimenteront jamais de toute notre vie. Et dans cette obscurité, il y a des choses. Des yeux, des bruits, une branche qui craque à 30 mètres et ton cœur qui s'arrête net. C'est ça la nuit préhistorique. 12, parfois 14 heures d'obscurité totale. Chaque jour, pendant des centaines de milliers d'années. La moitié de l'existence humaine s'est déroulée dans le noir. La moitié. Et pourtant, quand on imagine nos ancêtres, on les voit toujours en plein jour, en train de chasser le mammouth, de tailler des silex, de peindre des bisons. On ne les imagine presque jamais la nuit. Alors la vraie question, celle qui devrait nous obséder, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant toutes ces heures, parce qu'ils ne dormaient pas tout du long? Ça, on en est sûr maintenant. Et ce qu'ils faisaient à la place est bien plus étrange, bien plus humain, et bien plus important pour ce que nous sommes devenus, que tu ne pourrais l'imaginer. Les preuves sont là. Et certaines sont franchement déstabilisantes. Commençons par le feu, parce qu'avant tout le reste, il y a le feu. Sans feu, la nuit préhistorique est tout simplement invivable. Le feu, c'est la chaleur quand la température chute. C'est la cuisson qui a transformé notre digestion et probablement notre cerveau. Mais surtout, la nuit, le feu, c'est une chose précise, c'est une frontière, une muraille de lumière entre toi et tout ce qui voudrait te manger. Les plus anciennes traces solides de feu maîtrisées par nos ancêtres remontent à environ 1 million d'années sur le site de Wonderware Cave, en Afrique du Sud. En 2012, une équipe menée par le géoarchéologue Francesco Berna a publié dans la revue PNAS la découverte de cendres végétales et d'os calcinés à l'intérieur de la grotte. Pas le résultat d'un feu de brousse. Un feu entretenu, contenu, voulu. 1 million d'années à fixer des flammes dans le noir. Réfléchis-y 2 secondes. Notre fascination pour un feu de camp, cette envie irrésistible de remettre une bûche et de regarder les braises rougeoyer, ce n'est pas un caprice. C'est probablement l'une des plus vieilles habitudes de notre espèce. Mais voilà où ça devient intéressant. Le feu ne servait pas seulement à survivre la nuit. Le feu a littéralement créé la nuit humaine. Avant lui, le coucher du soleil, c'était la fin. Tu te tairais et tu attendais le matin. Avec le feu, soudain, il se passe quelque chose d'inédit dans l'histoire du vivant. Des heures de conscience supplémentaires. Une rallonge de temps éveillé, chaque jour, à laquelle aucun autre animal n'avait jamais eu accès. Et il fallait bien la remplir avec quelque chose. Alors avec quoi? Voici l'une des réponses les plus fascinantes et elle vient d'une anthropologue nommée Polly Wessner, de l'université de l'Utah. Pendant des décennies, Wessner a vécu et travaillé avec les Juansi, un peuple de chasseurs-cueilleurs du désert du Kalahari. Et elle a fait quelque chose que personne n'avait vraiment fait avant. Elle a soigneusement enregistré et comparé leurs conversations de jour et leurs conversations de nuit. Les résultats publiés dans PNAS en 2014 sont saisissants. Le jour, autour des activités, de quoi parlent les gens? De choses pratiques, des disputes, de qui a fait quoi, des problèmes économiques, des plaisanteries. Environ 34% des conversations diurnes tournaient autour de tensions et de critiques sociales. Le commérage, la logistique, le quotidien. Et la nuit, autour du feu, tout change. 81% des conversations nocturnes étaient consacrées à une seule chose. Des histoires. 81%. Des récits sur des gens absents, des ancêtres, des esprits, des mythes, des chants, des aventures de chasse racontées et re-racontées. Des histoires d'autres groupes, lointains, qu'on ne verra jamais. Le feu du soir ne servait pas à régler les comptes de la journée. Il servait à voyager, dans le temps, dans l'imaginaire, dans la vie des autres. Et c'est là, je pense, qu'il faut s'arrêter une seconde. Parce que ce que Wissner décrit, ce n'est pas un détail charmant. C'est peut-être l'invention de la culture elle-même. La nuit, autour du feu, l'esprit humain se libère du concret et commence à fabriquer du sens. La fiction, la cosmologie, la religion. Tout ça naît probablement dans cette lumière tremblante, dans cet espace mental que le jour ne permet pas. Tu veux savoir où on a appris à imaginer des mondes? Regarde un feu la nuit. Bon, mais on ne parle pas pendant 14 heures. À un moment, il faut bien dormir. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment contre-intuitives. Parce que tout ce que tu crois savoir sur le sommeil de nos ancêtres est probablement faux. On imagine souvent l'humain préhistorique tombant de fatigue dès la nuit tombée et dormant comme une masse pendant 10 heures. La réalité est très différente. Plusieurs équipes ont étudié le sommeil des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs de la planète. En 2015, une étude publiée dans Current Biology, menée par le neuroscientifique Jérôme Siegel de l'UCLA, a suivi 3 groupes vivant sans électricité. Les Hadza de Tanzanie, les San de Namibie et les Timanés de Bolivie. Des continents différents, des cultures différentes, aucun contact entre eux. Et leurs habitudes de sommeil étaient étrangement similaires. Première surprise, ils ne dorment pas beaucoup, en moyenne entre 6 et 7 heures par nuit, souvent moins que toi. Tellement pour le mythe du bon vieux temps où l'humanité dormait paisiblement au rythme du soleil. Deuxième surprise, et celle-là est énorme, ils ne s'endorment pas au coucher du soleil, pas du tout. Ils restent éveillés en moyenne plus de 3 heures après la tombée de la nuit. Ces 3 heures, devine ce qu'ils en font. Ils parlent, ils chantent, ils racontent des histoires. Exactement ce que décrivait Wissner. Troisième surprise, dans la langue de plusieurs de ces peuples, il n'existe même pas de mot pour insomnie. Le concept de rester éveillé dans son lit, angoissé, a fixé le plafond en suppliant le sommeil de venir, leur est presque étranger. Garde cette idée en tête parce qu'on va y revenir et elle est troublante.
Maintenant, il y a une autre théorie sur le sommeil ancestral et celle-ci a fait couler beaucoup d'encre. Elle vient d'un historien, A. Roger A. Kirsch, de Virginia Tech. En fouillant des milliers de documents anciens, des journaux intimes, des comptes rendus de procès, des traités médicaux, des œuvres littéraires, A. Kirsch a remarqué quelque chose d'étrange qui revenait sans cesse. Les gens dans le passé ne parlaient pas d'une nuit de sommeil. Ils parlaient de deux. Le premier sommeil et le second sommeil. Dans son livre publié en 2005, At Day's Close, Ekirch décrit ce qu'on appelle le sommeil segmenté ou biphasique. Tu t'endors une première fois à la nuit tombée. Tu dors 4 heures environ. Puis tu te réveilles naturellement au milieu de la nuit et tu restes éveillé 1 heure, parfois 2. Pour faire quoi? Tout en fait. Prier, réfléchir, discuter avec la personne à côté de toi, aller voir les voisins, faire l'amour. Les médecins de l'époque recommandaient d'ailleurs cet entre-deux comme le meilleur moment pour concevoir. Puis tu te rendors pour ton second sommeil jusqu'à l'aube. 2 sommeils. Une fenêtre de veille tranquille enchâssée au cœur de la nuit. Voici la partie qui devrait te donner un léger frisson. Ce réveil nocturne, cette heure de veille en pleine obscurité que tant de gens vivent aujourd'hui comme un trouble, une panne, une preuve qu'ils dorment mal, et si ce n'était pas un bug du tout, et si c'était une fonctionnalité, le souvenir fossilisé inscrit dans ton corps d'une structure du sommeil bien plus ancienne que les réveils, l'éclairage électrique, et l'idée moderne qu'on doit dormir 8 heures d'affilée sans interruption. Cette personne qui se réveille à 3 heures du matin, le cerveau parfaitement clair, et qui panique parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Il y a une bonne chance qu'elle fasse simplement ce que nos ancêtres faisaient depuis toujours. Sauf qu'eux ne paniquaient pas. Ils s'attendaient à ce réveil. Ils l'utilisaient. C'est un peu vertigineux quand on y pense. Mais attends, si nos ancêtres se réveillaient au milieu de la nuit, et si différentes personnes restaient éveillées à différents moments, alors il se passe quelque chose de très astucieux. Et ça nous amène à ma théorie préférée de toute cette histoire. Souviens-toi, au-delà du feu, dans le noir, il y a des prédateurs. Des lions, des hyènes, des léopards qui chassent justement la nuit et qui, soit dit en passant, considèrent un primate endormi comme un repas tout à fait raisonnable. Dormir pour un animal, c'est le moment le plus dangereux qui existe. Tu es immobile, inconscient, sans défense, pendant des heures. Alors comment un groupe d'humains survit-il à la nuit? En 2017, des chercheurs, parmi lesquels David Sampson et Charlie Nunn de l'université Duke, ont publié une étude dans les Proceedings of the Royal Society B. Ils avaient équipé des Hadza de Tanzanie de capteurs de mouvement et observé leur sommeil, en groupe, nuit après nuit. Ils cherchaient à savoir s'il existait un moment où tout le monde dormait en même temps, un moment de vulnérabilité totale. Sur plus de 200 heures d'observation, sur un groupe d'une trentaine de personnes, ils ont trouvé ce moment. Combien de minutes, à ton avis, durant lesquelles absolument tout le monde dormait simultanément? En moyenne, à peine plus de quelques instants. Pratiquement jamais. À presque tout moment de la nuit, quelqu'un était éveillé. Pas parce qu'il montait la garde sur ordre. Personne n'organisait de tours de surveillance. Simplement, les gens se réveillaient et se rendormaient à des moments différents. Et la raison de ces décalages est magnifique. Ce sont en grande partie les âges. Les personnes plus âgées avaient tendance à se coucher tôt et à se réveiller tôt. Les plus jeunes veillaient tard et dormaient le matin. À chaque heure de la nuit, il y avait donc, par pur hasard biologique, au moins une paire d'yeux ouverts. Les chercheurs ont appelé ça l'hypothèse de la sentinelle mal accordée. En anglais, The Poorly Synchronized Oscillator Hypothesis. L'idée est splendide. Ce qu'on perçoit aujourd'hui comme un défaut, grand-mère qui se lève à 5 heures, l'adolescent incapable de se coucher avant minuit, n'est peut-être pas un défaut du tout. C'est peut-être un système de protection. Une garde nocturne involontaire, répartie sur tous les âges de la tribu, qui a permis à notre espèce de dormir collectivement sans jamais être complètement sans défense. Ta grand-mère qui se réveille à l'aube n'est pas cassée. Elle a peut-être passé 1 million d'années à veiller sur toi pendant que tu dormais. Et là, je veux que tu fasses le lien avec une autre grande idée de l'anthropologie, l'hypothèse de la grand-mère, la Grandmother Hypothesis, formulée notamment par Kristen Hawkes. L'idée que les femmes humaines vivent longtemps après la fin de leur fertilité parce que les grands-mères jouaient un rôle crucial dans la survie du groupe. On parle souvent de leur rôle pour nourrir les petits-enfants. Mais et si une partie de ce rôle, c'était aussi ça, veiller, garder le feu, tenir la nuit pendant que les autres récupéraient. La nuit préhistorique, ce n'était pas le chaos, c'était un système, magnifiquement, silencieusement organisé. Bon, on a le feu, les histoires, le sommeil en 2 temps, les sentinelles. Mais il y a encore une chose qu'ils faisaient la nuit, et c'est peut-être la plus belle de toutes, parce qu'elle se voit encore aujourd'hui, gravée et peinte sur la roche. L'art, on connaît les grandes grottes ornées. Lascaux, en France, environ 17 000 ans. Chauvet, encore plus ancienne, autour de 36 000 ans, avec ses lions et ses rhinocéros dessinés avec une maîtrise qui coupe le souffle. Mais voici un détail qu'on oublie presque toujours quand on regarde ces images, ces peintures sont au fond de grotte, dans le noir absolu, total, là où la lumière du jour n'a jamais pénétré. Ce qui veut dire une chose simple et stupéfiante. Tout cet art a été créé et a toujours été contemplé à la lumière du feu. On a retrouvé les outils. Des lampes paléolithiques, de simples cuvettes de pierre remplies de graisse animale, avec une mèche. On en a découvert plus d'une centaine rien que dans la région de Lascaux. Une lumière faible, tremblante, vacillante. Et c'est exactement là où ça devient fascinant. En 2017, des chercheurs ont étudié des plaquettes gravées vieilles d'environ 15 000 ans, retrouvées sur le site de Montastruc, en France. Andy Needham et son équipe de l'Université de York ont remarqué que ces petites pierres gravées portaient des marques de chaleur, de brûlure.
Elles avaient été placées tout près du feu. Pourquoi placer une œuvre d'art délicate au bord des flammes, au risque de la noircir? Leur hypothèse, pour qu'elle prenne vie. À la lumière dansante et tremblante du feu, les ombres bougent. Les gravures semblent frémir. Un animal aux pattes multiples paraît galoper. Une tête semble se tourner. La lumière fixe et plate d'une ampoule tue cet effet. Mais le feu, lui, anime la pierre. Ces gens n'ont peut-être pas seulement fait de l'art, ils ont peut-être inventé les premières images animées de l'histoire, le tout premier cinéma, il y a 15 000 ans, au fond d'une grotte, à la lueur d'une lampe à graisse. Imagine la scène. Tu es un enfant, il y a 15 000 ans. On t'emmène dans le ventre de la terre, en silence, à la lumière vacillante d'une flamme. Et sur les parois, des bêtes immenses se mettent soudain à bouger, à courir, à respirer dans l'ombre mouvante. Pour ton esprit d'enfant, ce n'est pas un dessin, c'est de la magie, c'est vivant. Voilà ce qu'il faisait certaines nuits. Il descendait dans le noir pour donner vie aux animaux. Et puis il y a le ciel. C'est facile à oublier, pour nous. La plupart d'entre nous ne voyons jamais un vrai ciel nocturne. La pollution lumineuse a effacé les étoiles de nos vies. Mais pour nos ancêtres, chaque nuit claire, c'était ça, au-dessus de leur tête. Des milliers d'étoiles, la bande laiteuse de la Voie lactée fendant le ciel en deux, des planètes, des comètes, des étoiles filantes. Un spectacle d'une intensité que nous avons presque entièrement perdue. Et un humain qui regarde ça, nuit après nuit, pendant des dizaines de milliers d'années, ne fait pas que regarder. Il remarque, il suit, il mémorise, il raconte. Certaines marques gravées sur des os très anciens ont été interprétées, de façon prudente et débattue, comme de possibles décomptes, peut-être des phases de la Lune. Le chercheur Alexander Marshak a passé des années à défendre cette idée que certaines séries d'encoches sur des os paléolithiques pourraient représenter des cycles lunaires. C'est contesté, et il faut rester prudent. Mais l'idée de fond, elle, est solide. Un peuple qui dépend du ciel pour savoir quand chasser, quand migrer. Quand telle plante sera mûre, ce peuple regarde la lune et les étoiles avec une attention dont nous n'avons plus idée. Le ciel nocturne, c'était leur horloge, leur calendrier, leur carte. Et, presque certainement, leur premier livre d'histoire, parce que ces points de lumière, ils les ont reliés. Ils en ont fait des figures, des héros, des animaux, des ancêtres. Les constellations sont peut-être les plus vieux récits que l'humanité ait jamais conservés. Des histoires si anciennes qu'on les écrit littéralement dans les étoiles. Alors récapitulons ce qui se passait vraiment la nuit il y a des dizaines de milliers d'années. Le feu brûle, une muraille de lumière contre les prédateurs et le froid. Autour, les corps sont rassemblés, proches, chauds. Quelqu'un raconte une histoire, pas une banalité du quotidien, mais un mythe, un ancêtre, un monde. Les enfants écoutent, les yeux grands ouverts, avant de glisser dans le premier sommeil. Plus tard dans la nuit, certains se réveilleront, parleront à voix basse, regarderont les braises, lèveront les yeux vers les étoiles, puis se rendormiront. À chaque instant, quelqu'un veille. Et parfois, certaines nuits, quelques-uns descendent dans le noir de la terre pour regarder des bêtes peintes prendre vie sous la flamme. Ce n'était pas un temps mort, ce n'était pas l'attente du jour. La nuit n'était pas le vide entre deux journées de chasse. La nuit, c'était peut-être le moment où nous sommes devenus humains, parce que regarde ce qui s'y inventait. La fiction, la religion, l'astronomie, l'art, la transmission entre générations. La parole qui ne sert pas à organiser le présent, mais à fabriquer du sens. Tout ce qui nous distingue radicalement des autres animaux semble avoir poussé dans cet espace particulier, entre le coucher du soleil et le sommeil, dans la lumière d'un feu. Et voilà la pensée qui me hante. Nous avons passé 1 million d'années à apprivoiser la nuit, à la remplir d'histoires, de lumière, de liens, de veille partagée. Et puis, en l'espace d'environ 1 siècle et demi, une fraction de seconde à l'échelle de notre espèce, on a appuyé sur un interrupteur et on a tout effacé. L'ampoule a tué la nuit. Plus de premier sommeil, plus de second sommeil, plus de feu, plus d'histoires partagées dans le noir, plus d'étoiles. On a remplacé tout ça par un écran lumineux, seul, dans une pièce, à fixer le plafond à 3 heures du matin en se demandant pourquoi on n'arrive pas à dormir. Cette personne qui se réveille en pleine nuit et qui croit que quelque chose ne va pas chez elle. Elle a peut-être simplement entendu, à travers des centaines de milliers d'années, un très très vieil appel. Un corps qui se souvient d'un temps où se réveiller la nuit n'était pas une panne, mais un moment. Un moment pour parler, pour veiller, pour regarder le ciel. Mais il y a un dernier élément dans cette histoire. Une chose que presque personne ne raconte. Parce que parmi toutes ces nuits préhistoriques, certaines n'étaient pas faites pour dormir, ni pour raconter, ni pour veiller. Certaines étaient faites pour quelque chose de bien plus grand. Et les indices qu'on commence à peine à décrypter pourraient bien être la plus ancienne preuve, jamais retrouvée, que nos ancêtres ne regardaient pas seulement les étoiles, ils s'en servaient pour mesurer le temps lui-même.